dans la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Les robots sont-ils nos amis ? Sont-ils là pour nous aider, voire nous soigner ? C'est la question posée par le dernier numéro d'Hebdo qui, comme beaucoup d'autres, s'intéresse à l'intrusion des machines dans nos vies. C'est dans l'air du temps. On voit des robots partout. Et en entreprise, s'interroge le bimensuel Social Terre, vont-ils remplacer les DRH et les psys ? Demande Ouzbek et Rika. Les robots peuvent-ils remplacer les psychiatres ? C'est ce que laissent supposer les travaux réalisés par le responsable du laboratoire de psychiatrie computationnelle du géant IBM, Guillermo Secchi, qui a réussi à développer une intelligence artificielle capable de détecter les prémices d'une pathologie psychique. Une révolution, écrit le journaliste Adrien Rivière, et nous n'en sommes qu'au tout début. Alors de l'aide-soignant au DRH en passant par le psy, beaucoup s'inquiètent que les robots et l'intelligence artificielle détrônent les humains dans tous les métiers, note l'écrivain et journaliste Frédéric Joignot dans Le Monde. Mais plutôt que de craindre les robots, ne devrions-nous pas redouter d'être nous-mêmes robotisés ? Et il raconte, exemple à l'appui, comment nos manières d'être et de réfléchir sont influencées par des machines, comment les relations humaines se raréfient dans nombre de nos communications avec les services, avec les institutions. Nous nous habituons tellement bien à ces relations désincarnées que nous finissons par les reproduire avec les humains. Nous serions donc formatés par les machines et pourtant, il reste des comportements qui nous distinguent inévitablement, écrit Joignot. Par exemple, le sens commun, la pensée rationnelle et avec elle la capacité à se comporter de façon irrationnelle, mais aussi et surtout le fait de vouloir être l'auteur de sa propre vie. Autant de choses que l'on n'a pas encore traduites en algorithme et qui restent l'apanage de l'humain. Comme les revues de presse, par exemple. On ne sait jamais. Peut-être qu'un robot pourrait un jour la faire. Oui, un algorithme. Une revue de presse de papier écrit par des robots. Ouh, aïe, aïe. Une liste à laquelle on peut ajouter l'exploit hors norme de Martin Fourcade à la une de tous vos journaux ce matin. Fourcade au panthéon du ski français, écrit Midi Libre. Dans la légende des Jeux Olympiques, ajoute le Parisien. Même titre en une du Dauphiné, de la Nouvelle République et de l'Indépendant. Et puis, l'équipe publie la photo qui a fait la différence, celle de la ligne d'arrivée franchie par le Français avec une demi-chaussure de ski d'avance sur l'Allemand Simon Schempp. Quel pied c'est même lance pas une demi-chaussure, hein. 4 cm, c'est encore moins que ça, hein. C'est un gros orteil. Oui. C'est parce qu'avec la photo, ça étire un petit peu la chaussure, donc du coup, c'est piégeux. Donc le journal raconte aussi en page intérieure les coulisses de cette victoire et la préparation méticuleuse de Martin Fourcade, un homme en quête constante de perfection, hyper organisé, écrit Marc Ventouillac, un fonctionnement unique où le hasard n'a pas sa place. Alors Martin Fourcade serait-il une machine ? À lire l'article, on se dit qu'il en est quand même pas loin. On apprend qu'il anticipe tout, qu'il connaît son planning par cœur, qu'il phosphore sans cesse. Ceux qui le connaissent, écrit le journal, depuis longtemps, ont même l'impression de voir les engrenages qui s'actionnent dans son cerveau pour sous-peser en un quart de seconde les implications que pourrait avoir telle ou telle réponse. C'est un garçon qui prévoit tout, ajoute sa compagne Hélène, même à la maison. Tout est planifié, cadré, hyper organisé. Il n'y a pas d'imprévu, sauf si c'est moi qui en suis la cause. Et oui, c'est comme avec les machines, l'erreur est toujours d'origine humaine. D'ailleurs, il n'a pas voulu croire les yeux humains quand ses proches lui ont dit en passant la ligne qu'il avait gagné. Il a attendu le verdict de la machine. Portrait donc d'un quadruple champion hors norme à lire dans l'équipe. Autre titre ce matin, le cas Wauquiez passé au scanner par les éditorialistes. Où chacun cherche à expliquer la polémique du week-end, ou plutôt, comme dit Libération, un off qui fait tache d'huile. Alors petit rappel des faits, c'est l'émission Quotidien qui a diffusé l'enregistrement d'une conférence donnée par Laurent Wauquiez devant une trentaine d'élèves d'une école de commerce de Lyon. En préambule, il leur demande de ne rien divulguer. En échange, il promet d'être cash, loin, dit-il, du bullshit des plateaux médiatiques. Et il accuse Sarkozy qui a mis ses ministres sur écoute, Macron qui a torpillé François Fillon et Merkel qui manque de charisme. Mais c'est un jeu de la vérité qui a mal tourné, résume une gorge profonde dans Libération. Il a voulu montrer qu'il était capable de parler cash et Jones, oui, sauf que le décalage entre son discours public et ses propos privés apparaît au grand jour, écrit Bruno Dive dans Sud-Ouest, de quoi alimenter ceux dont il est déjà soupçonné, l'insincérité et le double langage. Ces déclarations dévoilent un peu plus le caractère inquiétant d'un dirigeant autoritaire et cynique, juge carrément Jean-Michel Servan dans Midi Libre. Ce soi-disant off n'était peut-être qu'une machination, dit-il, une boulette programmée par un Machiavel sans idée. Laurent Wauquiez fait-il du Donald Trump, se demande aussi Marion Mourgue dans Le Figaro. D'après elle, il n'a
n'avait pas prévu son coup, mais il a dit exactement ce qu'il pensait et c'est ce parler vrai qui le rapproche du président américain, voilà. Ou comment se saisir du logiciel trumpiste, de ses codes prédéterminés, son parler vrai, sa provocation, pas forcément parce qu'on en partage les idées, mais parce qu'il est garanti de réussite, de succès et d'élection. Oui, même si Trump, lui, parle en public. Enfin, 2 artistes disparus sont à l'honneur ce matin dans vos journaux. Oui, le romancier Michel Déon, d'abord décédé en décembre 2016 et qui est en une du Figaro. 100 écrivains pressent la mairie de Paris de lui trouver une sépulture, titre le journal, avec une liste des signataires impressionnante. Michel Houellebecq, Milan Kundera, Yasmina Reza ou encore Sampé. C'est le Figaro qui les a sollicités et tous souhaitent qu'Anne Hidalgo s'émancipe des lois en vigueur. Accordez-lui une place dans un cimetière parisien, écrivent-ils. Michel Déon, qui certes n'est pas décédé à Paris, n'y avait pas résidence, n'y était pas inscrit sur les listes électorales et n'y avait aucun caveau familial, mais dont la présence à Paris, écrit le Figaro, au même titre que celle de Baudelaire, Proust, Stendhal ou Sartre, contribuera au prestige d'une ville indissociable de notre histoire littéraire. L'écriture donc, le style, la plume, mais aussi la musique, la virtuosité, jusqu'à preuve du contraire, inimitable par les machines. C'est ce qu'on se dit en voyant le visage de Didier Lockwood, violoniste de jazz disparu hier à 62 ans, en une de Nord Littoral, Calais, ville orpheline de son jazzman, titre le journal. Dans La Voix du Nord, Éric Dauchard rappelle ses débuts avec le groupe de rock Magma, puis sa victoire de la musique en 1995. Il était le plus grand violoniste de jazz, écrit le journal, pour qui le monde de la musique calaisienne est en deuil, et pas seulement Calais. Voilà, Minor Swing, que vous avez peut-être reconnu, le genre de solo qu'un algorithme serait parfaitement incapable de produire et dont vous allez parler, il me semble, tout à l'heure dans Melting Pop. Oui, avec Frédéric Goati, le patron de Jazzmac, qui lui rendra hommage et on parlera de sa carrière et de sa musique à Didier Lockwood. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.